Je me présente, je m'appelle Juan Casares Lopez, d'origine mexicaine, et comme guide national officiel au Mexique depuis l'année 1982. Et j'ai travaillé 8 ans comme guide local au Musée national d'anthropologie jusqu'en 1990. Après, j'ai voyagé énormément pour accompagner et guider mes groupes de Français et d'autres nationalités dans les territoires mexicains et en Amérique centrale. Et je suis guide conférencier ici en France depuis l'année 2004. J'ai fait mes études à l'Université de Nanterre. Le thème que je vais traiter, comme c'est marqué dans le titre de cette diapositive, l'histoire de la civilisation maya, 13 thèmes importants que je vais traiter: la géographie, la flore, la faune de la région maya, la chronologie de la culture maya, les ethnies mayas actuelles, la découverte de la civilisation maya, les caractéristiques physiques des anciens mayas, l'organisation sociale de la culture maya, l'alimentation du peuple maya, la religion et les croyances cosmogoniques des anciens mayas, le déchiffrement de l'écriture maya, l'astronomie et les calendriers mayas, les coutumes funéraires des mayas, l'art maya, sculpture, peinture, poterie et bijoux, l'architecture et les sites archéologiques. On commence. La carte géographique que nous voyons ici correspond à une situation géographique dans le tropique de Cancer, limitée par l'océan Pacifique à l'ouest, sud-ouest de ces territoires. Et au nord, nous avons la côte du Golfe du Mexique. À l'est, nous avons la mer des Caraïbes, représentant une partie de l'océan Atlantique. Et la civilisation maya, c'est une culture ancienne, millénaire, très importante, très intéressante, qui se développe dans 5 États du Mexique, dans le sud-est du territoire mexicain: l'État de Tabasco, l'État de Campeche, l'État de Yucatan, l'État de Quintana Roo et l'État de Chiapas. Plus les pays que je marque dans ces cartes géographiques, des pays de l'Amérique centrale comme le Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, Nicaragua et Costa Rica, avec les limites de ces territoires de 400 000 kilomètres de superficie où la civilisation maya s'est développée. Ces deux cartes à gauche marquent clairement la distribution des centres religieux, des cités mayas les plus importantes, bien évidemment. À gauche, nous avons des pyramides, des monuments, des masques funéraires, des stèles, des inscriptions, des poteries et des monuments importants, des statuettes aussi qui représentent la société maya. Et à droite, nous avons quelques noms qui indiquent les différents noms des cités de la période préclassique, classique et post-classique. L'évolution, comme les chercheurs mexicains étrangers ont classé l'évolution de cette civilisation précolombienne, mexicaine, mésoaméricaine. La civilisation maya, comme nous voyons ici sur ces cadre synoptique, la période préclassique qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ, après une période de transition qu'on appelle période protoclassique, après la période classique qui date de 250 ans à 950 ans après Jésus-Christ, avec ces subdivisions, ces moment de transition, classique ancien, classique récent, classique terminal, avec ces dates que vous voyez là sur l'information du diapo. Et la période post-classique, qui date de 950 jusqu'au 1525, jusqu'au moment de l'arrivée des Espagnols, la conquête, avec la subdivision de la période post-classique ancienne et post-classique récente. Et par ailleurs, sur tout le territoire du Mexique, les derniers autochtones indigènes conquis par les Espagnols étaient les Mayas. Beaucoup d'années après la conquête de la ville de Mexico, où la civilisation aztèque était installée. Les montagnes de la région maya, comme nous voyons là, parce que nous avons des sommets qui s'élèvent à 3000 mètres maximum dans la région maya, surtout dans l'état de Chiapas,
et le Guatemala. La sierra de l'Amérique centrale, la sierra du sud de la région accidentée, remplie par des forêts de conifères où il y a des variétés d'arbres de la famille des pins, sapins, hein, principalement, et cèdres aussi, et plus la forêt tropicale, hein, à part la région montagneuse que nous voyons ici dans ces photos, les fleuves, les cascades, les canyons, par exemple dans l'état du Chiapas, hein, cascades d'Aguasul, ces beautés et qu'aujourd'hui on peut apprécier, les Mayas côtoyer avec ces habitats et ces environnements où ils se sont développés, ils se sont installés, hein, à leur époque que je viens de citer. Et plus des images des cascades, et surtout dans la forêt tropicale. La forêt tropicale de la région Maya, caractérisée par des arbres de la famille des gommiers, des fromagiers, et de l'acajou. Et il y a aussi une quantité importante de végétation luxuriante où on trouve les lianes, hein, très, très abondantes, hein, des chemins très couverts par la végétation qui a poussé à travers du temps, et surtout la chaleur importante que nous avons dans cette région tropicale où il y a des précipitations d'eau de 700 à 2000 mm de précipitations d'eau avec un taux d'humidité très élevé, avec des températures qui vont de 15 minimum à 35-40 degrés, hein, à l'ombre, avec une humidité très importante. Le félin de la forêt tropicale ou les Mayas du jaguar avec ses deux présentations noires et le jaguar classique que tout le monde connaît avec ses poils jaunes avec des taches noires, l'ocelot de la famille des félins, et le coyote aussi, le loup, hein, qui habite aussi dans la forêt. D'autres animaux, bien évidemment, comme les singes de la telle, les premiers sur la gauche, caractérisés par ses bras et pattes longues et la queue très longue. Le formilier, hein, au milieu, et sur la droite, dans la partie supérieure, un animal qui s'appelle guaqueque de la famille de taupe. On le montre parce que c'est très important pour les Mayas. Par ailleurs, ils consommaient ce type d'animaux, hein, comme les tapirs, les sangliers, hein, le cerf, les coatis, et les singes, et très costauds sur la droite en bas. La dernière photo, qu'on l'appelle Saraguato, c'est un singe hurleur. Il chante très fort, on entend le bruit similaire comme le bruit du jaguar, hein, mais il chante en fait. Hein. On a deux races de singes dans la forêt tropicale qui existent encore aujourd'hui, à cette époque moderne. Une variété riche des insectes, des araignées, bien évidemment, hein, la veuve noire, hein, très dangereuse sur la gauche. Sa boule, son corps est rempli de venin. Hein. Et des chenilles, une variété riche des papillons, des grillons, des sauterelles, des fourmis, hein, des insectes, des libellules, et y compris la tarentule que vous voyez là dans cette photo sur la droite en bas de ce diapo. Les reptiles, hein, en particulier une richesse des variétés de tortues consommées, mangées par les autochtones mayas anciens, le corail, les serpents, caractérisés par ces anneaux orange, noirs et blanches, et les crocodiles, les alligators, hein, parce qu'on a des régions très riches humides de la forêt tropicale de la région maya avec des fleuves, hein, dans la région marécageuse. Et les iguanes, aussi consommées par les Mayas, hein, différentes couleurs, c'était de la famille verte, et les tatus au milieu, en bas, et les serpents à sonnette en dernier. Hein, la photo en bas sur la droite. Par ailleurs, les serpents étaient très appréciés par les Mayas, et les crotales, avec ces triangles, étaient utilisés pour décorer d'une façon magnifique avec des dessins géométriques ces façades des monuments où les Mayas habitaient.
une variété riche des oiseaux dans la forêt tropicale que nous voyons là, et en particulier, à part de la famille des perroquets, les toucans, en particulier cet oiseau qui est le plus apprécié, classique des Mayas, et le plus symbolique de la civilisation maya, que les Mayas l'appelaient Cucul, les Aztèques l'appelaient Quetzal, par ailleurs la monnaie de Guatemala s'appelle Quetzal. C'est un oiseau sacré, symbole du soleil, magnifique, ses plumes vertes, rouges et blanches, hein, qui existent encore aujourd'hui dans la forêt tropicale du Guatemala, en Amérique centrale, et au sud du territoire mexicain, dans l'état de Chiapas, les Quetzals. Regardez la beauté de ces oiseaux. La rare rouge, les perroquets verts classiques, d'autres types d'oiseaux, comme le paon, l'aigle, le pélican, le flamand, les hérons blancs, les hiboux, la dindon et l'aigle harpie, hein, c'est l'oiseau énorme sur la droite. Hein, en bas, la dernière photo, que c'est le rapace, le deuxième plus grand du monde. D'abord, c'est les condors des Andes, en Amérique du Sud, que les Incas utilisaient comme un oiseau sacré, symbole du soleil, chez nous aussi, mais c'était l'aigle harpie. C'est le deuxième rapace plus grand du monde, qui habite encore aujourd'hui dans la forêt tropicale de l'Amérique centrale, y compris le Mexique, que les Mayas connaissaient. Je vous montre ces diapos des Mayas actuels parce que depuis mon pays, depuis le Mexique, nous pensons que les Mayas, on confirme, tout est prouvé que les Mayas n'ont pas disparu. Les Européens, certains écrivains depuis le 19e siècle, mal interprétés en disant que les cités étaient cachées par la broussaille et que les Mayas avaient disparu. Non, les Mayas n'ont pas disparu en fait. Les Mayas ont changé d'avis, ils ont décidé d'abandonner leur lieu d'origine. Aujourd'hui, il y a plus de 8 millions de Mayas qui existent dans cette époque moderne. Ils habitent dans le sud-est du territoire mexicain, dans la région de la péninsule de Yucatan et dans l'état du Chiapas. Et dans l'Amérique centrale, au Guatemala. 33 langues différentes des Mayas sont encore parlées dans cette époque moderne. Et entre deux pays, surtout le Mexique et le Guatemala, on partage un héritage culturel. Aujourd'hui, ces Mayas qui dépendent de l'agriculture, ce sont des personnes qui habitent à côté des forêts tropicales ou dans la broussaille, à côté des forêts de conifères, sont costumés, ils se distinguent par les costumes colorés traditionnels, et en particulier dans la photo dans la partie inférieure de ce diapo, à gauche, on voit des chefs du gouvernement locaux, hein, de cette cité, de ces villages qui portent un cètre de commandement, un bâton, symbole du pouvoir, comme les anciens le disaient. Et ces Mayas actuels ne se comprennent pas que grâce à l'espagnol, parce qu'ils parlent de langue. Il y a des personnes adultes, les personnes âgées de ces ethnies actuelles ne parlent rien du tout l'espagnol. Hein? Et il y a des jeunes autochtones qui apprennent l'espagnol, qui traduisent, hein, des informations des personnes âgées de ces groupes, comme vous voyez là. Et les costumes sont complètement différents, ils sont complètement reconnus, étudiés par l'ethnographie, par l'archéologie, pour distinguer les différents groupes qui existent encore aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont hérité cette tradition des Mayas. Malheureusement, ces groupes actuels de Mayas ne connaissent pas du tout l'histoire des anciens Mayas, parce qu'ils ont perdu les contacts. Par exemple, ici, nous avons quelques photos de villages, de maisons dans la broussaille de la péninsule de Yucatan et les costumes qu'ils portent encore aujourd'hui. Ils dépendent de l'agriculture, de la chasse, de la pêche, récolte, du commerce, et surtout l'agriculture, dans ce côté du Mexique. Dans la forêt tropicale du Mexique, on a le dernier groupe ethnique qui a des problèmes de consanguinité, en particulier la polygamie, qu'on les appelle la Candón d'origine maya, qui côtoie la forêt, qui côtoie la flore et la faune. Hein. Ils se marient entre eux, c'est pour cela qu'ils ont ces problèmes consanguins et certains enfants naissent avec des problèmes d'albinisme,
hein, comme vous voyez là, les cheveux longs. Les femmes se caractérisent pour porter une robe, une tunique fleurie avec plein de couleurs. Mais l'homme, toujours avec la tunique en coton blanche. Voilà, ils visitent les sites archéologiques, ils habitent à côté des fleuves, des lagunes, des rivières, des lacs. Et surtout, pour cette forêt, c'est partie de la richesse naturelle que nous avons dans l'état de Chiapas. Il faut le voir pour le croire. Hein. Et ils dépendent de la chasse, la pêche, la récollection. Ils utilisent les arbres pour faire des pirogues, pour naviguer à l'intérieur des lacs, des lagunes où ils pêchent. Et voilà, ces photos, ces diapos nous montrent des Mayas quichés du Guatemala, hein, en Amérique centrale. Hein. Et surtout les rites qui encore aujourd'hui sont pratiqués par ces groupes actuels à ce moment-là. Et si vous voyez la deuxième photo de ces lignes de photographie en première ligne, voilà, où la cérémonie est réalisée sur un site archéologique. On voit les pyramides, le monument de Tikal en Amérique centrale, au Guatemala, ici aussi, à Huachatún, au Guatemala aussi, les feux symboles du soleil et les cérémonies. Et les autres, par exemple, ils sont en train de faire un remerciement à la nature, l'arbre gommier énorme, Ceiba, l'arbre sacré, l'utilisation de calabasses allumées avec le feu, comme vous voyez, par la candone, hein, comme vous voyez ici, et les Mayas de la péninsule de Yucatan, qui je montre avec les corsaires, hein, sud-est du territoire mexicain. Ils s'installent avec une table qu'il faut avec du bois, des branches d'arbres, avec d'herbes, et ils placent leurs offrandes sur la table, ils réalisent la cérémonie d'une façon individuelle, personnelle ou en groupe à l'intérieur de la broussaille pour faire des appels à la pluie et le nuage pour que la pluie tombe et pour arroser les parcelles, le maïs, le légume, et la tomate, l'haricot sémé, hein, pour avoir des récoltes très, très riches pour la nourriture. Et voilà, et les cérémonies que la candone réalise devant les arbres dans la forêt ou devant les cascades, comme vous voyez là. Hein. Et tout ça nous fait penser qu'ils gardent encore des connaissances, des traditions, des croyances millénaires des anciens Mayas. C'est-à-dire que le Mayas, et dans mon pays, dans d'autres pays en Amérique centrale, ont pu résister, garder, conserver des traditions millénaires. Hein? Mais, comme je viens de dire tout à l'heure, ces gens ne connaissent pas totalement la signification des ruines des pyramides parce qu'ils sont abandonnés et leurs cités à cause de différents problèmes sociaux. On commence à partir d'une civilisation précolombienne qui se développe sur la côte du Golfe du Mexique à partir de 1800 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ, appelée les Olmèques, les habitants de la région de Caoutchouc, qui montrent un masque à gauche et une stèle aussi à gauche, qui montrent les caractéristiques de la culture olmèque la plus ancienne et les sculptures, la céramique de cette civilisation précolombienne caractérisée par la production de têtes monolithiques très, très lourdes, de 25 à 35 en pierre basaltique. Et cette carte montre entre l'état du Tabasco, l'état de Veracruz, sur la côte du Golfe du Mexique, comment les Olmèques ont commencé avec une complexité, avec une religion, des connaissances d'astronomie, de mathématiques, d'ingénierie, d'architecture, de céramique, et ils ont diffusé leurs croyances à travers du temps. D'où les Mayas ont pris l'idée plus tard pour apprendre beaucoup de choses. L'archéologie mexicaine commence pratiquement à partir de 1836 à 1839, au 19e siècle, avec la découverte de cette civilisation maya par un Anglais et un Américain appelé Frederick Catherwood, John Lloyd Stephens, qui ont fait des découvertes, des aventuriers qui exploraient à l'intérieur de la forêt vierge de la péninsule de Yucatan, sud du Mexique,
et l'Amérique centrale, à Copan, au Honduras, à Tikal, au Guatemala. Ils ont fait des dessins. Ils n'ont pas pu comprendre la signification des hiéroglyphes, des façades, de ces décorations magnifiques, géométriques des façades, mais au moins, ils se sont intéressés. Ils ont fait des dessins, ils ont fait des livres et ils ont écrit les choses qu'ils pouvaient interpréter, bien qu'ils sont tombés malades à cause des piqûres de moustiques de malaria. Ils sont morts à cause d'autres maladies, mais pas à cause des piqûres de moustiques de malaria. Mais au moins, ils sont arrivés à penser en Europe l'importance de cette civilisation perdue, cachée entre la broussaille. Et les Européens commençaient à s'intéresser. Les Anglais, les Français, les Italiens, les Allemands, les Belges, les Américains, les Canadiens commençaient à dire il faut aller en Amérique centrale, il faut aller au Guatemala, il faut aller au Belize, il faut aller au Mexique pour explorer. Grâce à eux, ils ont fait une diffusion. Mais avant eux, les Espagnols savaient que les ruines existaient, mais les Espagnols ont interprété très mal en disant que ces ruines appartenaient à une partie des civilisations anciennes de l'humanité, comme la Mésopotamie, comme l'Égypte, la Grèce, la Phénice, etc. Et tout c'est faux, parce que c'était une autre civilisation ancienne. Aussi, certains Espagnols ont écrit en disant que les Mayas étaient une partie de 7 tribus perdues d'Israël. C'était faux. Non, c'était une autre civilisation inconnue. Voilà, mais jamais disparue. Voilà. L'homme maya, et les caractéristiques physiques, surtout la modification crânienne faciale, l'idée de la beauté. La mère maya, après la naissance de son bébé, jusqu'à l'âge de 1 an et demi, s'occupait de faire cette modification pour représenter la tradition et l'identité d'un groupe. C'était une tradition de se présenter tout le temps comme ça. La première photo dans la partie supérieure montrant comment l'homme maya utilisait, le père, surtout la mère, utilisait les planchettes en bois pour aplatir la tête de l'enfant, parce que le cartilage du crâne est malléable, hein, mou. La fontanelle d'un enfant était modifiée pour obtenir la forme d'une épi d'un maïs, ou la forme d'un avocat, ou la forme de la cabosse de fèves du cacao. Comme je montre, ce crâne est bien marqué par la déformation, la modification, les dessins et surtout les statuettes en argile que je montre sur la droite, où il y a la représentation de cette modification. L'estravisme qui complétait aussi l'idée de la beauté. La mère avait l'habitude de placer une petite boule de caoutchouc suspendue, attachée au niveau des cheveux, devant les yeux. Déjà, la modification du crâne provoquait une modification faciale, provoquant les yeux qui luchaient. L'idée de la beauté, il voyait correctement, mais il luchait de cette façon. C'était exprès pour se faire remarquer et chercher une identité. Dans les stucs, dans les 2 têtes que je montre là, de Palenque, de l'époque classique, et du Chiapas du Mexique, montrent tout c'est très physique. Les yeux bridés, les pommettes très prononcées, cette modification et la décoration pour distinguer. Et en plus, il pratiquait la scarification sur le visage, les tatouages sur le corps, la peinture corporelle. La scarification était pratiquée avec des lames d'obsidienne qui coupaient, qui servaient pour couper la joue, le visage, pour saigner. Il provoquait des infections exprès, il savait se soigner avec des plantes de racines. Il dépendait de la médecine naturelle, utilisant des drogues et des plantes, tubercules, racines, etc., des fleurs, pour supporter la douleur et soigner les blessures. L'idée, c'était d'obtenir le développement des cicatrices sur le visage
pour se faire remarquer. En sculpture en pierre, comme nous le voyons là, dans cette photo au milieu, et en argile, comme vous voyez là. Hein? Les têtes, comme vous voyez là. Et à part, pour remarquer et renforcer cette idée de la beauté, il y met les dents pour faire une espèce de groupe de cannelures, comme nous le voyons là, et avec 2, 3, 4, 5 cannelures pour faire ressortir cette beauté, où il perforait les dents aussi, pour incruster des mosaïques minuscules en pierre jadide ou malachite pour marquer la beauté et se faire distinguer. Une identité des Mayas. C'était l'idée de la beauté. Et en réalité, on a beaucoup d'exemples de crânes. C'est pour cela que je montre dans ces diapos. L'organisation sociale maya, la pyramide sociale. En bas, nous trouvons pratiquement les agriculteurs, le porteur, comme vous voyez là, porter un morceau de pierre et la marchandise soutenue avec une espèce de ficelle qu'on appelle mecapal, qui existe encore aujourd'hui en Amérique latine, au Mexique, au Guatemala, avec un support très résistant sur le front pour porter des objets très lourds. Il n'y avait pas de chevaux, de moules, de vaches, de moutons. Ce sont des animaux que les Espagnols nous ont amenés au début du XVIe siècle, après la conquête du territoire ancien mexicain, sur les dos. Et ils marchaient des kilomètres, des centaines de kilomètres. On parle de 500, 700, 1000, 1200 kilomètres. L'aller plus le retour, ça durait des semaines ou des mois pour arriver à obtenir toutes les choses qu'ils voulaient. Les niveaux sociaux qui étaient plus hauts, c'était le niveau des commerçants. Par ailleurs, ils utilisaient le fève de cacao comme monnaie pour donner de valeur à tous ces produits, des légumes et fruits, les animaux. Les trocs étaient une partie de la base de l'économie de cette époque-là. Pour distinguer les différents rangs sociaux, c'était l'habillement, la coiffe, les cotons cultivés et les tissages magnifiques faits par les femmes de leur époque. Et l'ambiance qu'ils avaient sur les marchés quand ils organisaient tout comme ça. Et après, un autre rang social qui était le rang social de fonctionnaires, des chamans, des guerriers, des gens qui dirigeaient la structure, l'administration du pouvoir des chefs. Et l'habillement était complètement différent. Comme ils se différenciaient du reste de la population, ils portaient des bijoux, les costumes colorés, des sandales, des braillets, des tuniques plus très élégantes, décorées, colorées, des plumes de beaux oiseaux. Et après, la haute classe, la élite, la noblesse maya qui était les plus élégants, les plus luxueux. Et au-dessus, il avait les grands chefs, les Xalajuniques. Les Xalajuniques signifie le mot l'homme qui gouverne, qui administre, qui parle. Et ce personnage de la haute élite se distinguait du reste de la population pour porter la coiffe. Une coiffure composée par des plumes d'un beau oiseau que je montre à droite à gauche, que c'est le même, Quetzal, qui est en disparition. Parce que cet oiseau avait des plumes de 80 cm à 1,5 mètre de longueur. Et les Mayas avaient l'habitude de capturer l'oiseau. Ils ne le tuaient pas. Il était l'oiseau, symbole du soleil, le plus apprécié. Parce que les plumes étaient utilisées pour distinguer le grand chef du gouvernement. Le problème est que les Mayas avaient des conflits. Les Mayas dans les cités se battaient et la guerre était très, très normale. Ils se battaient tout le temps. Regardez de près le Quetzal, symbole du soleil. Et regardez les deux photos dans les centres de diapo, au-dessus, au-dessous du soleil. En plein vol, on voit les plumes magnifiques de cet oiseau. Alors, on imagine comme les grands chefs avec sa coiffure, ce beau oiseau, plumes vertes, rouges et blanches, les chefs qui montaient sur la partie supérieure des bâtiments des pyramides dans les moments de la réalisation des cérémonies religieuses et les peuples en banc, les musiciens,
l'harmonie, l'ambiance. Mais ils observaient la nature, l'alimentation. À part les animaux qui j'ai déjà montré et cité, ils complétaient l'alimentation avec la consommation de différentes choses, fruits et légumes, le maïs. Et la richesse et la variété de maïs blanc, jaune, rouge, bleu, noir, que vous voyez là, le tamal, les feuilles des épis de maïs utilisées, farcies avec la farine de maïs, avec la viande d'animaux, légumes, aux fruits, cuit tout à la vapeur, qu'on appelle tamales, que c'est la base de la nourriture encore aujourd'hui au Mexique, une richesse et variété d'haricots et des piments, bien évidemment, les chilis qu'on appelle, vous voyez, et le cacao aussi pour consommer la boisson que c'est le chocolat, hein, sans sucre, très amer et très piquant, très épicé, très piquant, mais c'était la boisson consommée par la haute élite, sans oublier, comme je viens de dire tout à l'heure, que le fève de cacao s'utilisait pour les trocs et pour échanger les produits sur les marchés. Et l'avocat. Et une variété riche de tomates, les tubercules, la patate douce, le manioc, comme on l'appelle ici, une richesse et variété de citrouilles et de fruits, hein, parce qu'ils consommaient aussi des fruits très sucrés, farineux mais sucrés, comme de la famille des sapotiers. C'est un arbre tropical, hein, de la forêt mexicaine d'Amérique centrale, qui est là, et les chicos sapotés, farineux mais sucrés, et chaya, comme vous connaissez aussi la papaya, la goyava d'origine mexicaine, aussi consommée par les Mayas. C'est-à-dire qu'ils avaient de tout. Au niveau des produits naturels pour l'alimentation, c'était tout à la main. La pêche, la chasse et la récolte aussi étaient très, très importantes, mais d'abord l'agriculture. La religion et la cosmovision des Mayas. Ils pensaient que l'univers était composé par 3 niveaux et représenté par un arbre de la broussaille. Un arbre qu'on appelle le capoquier. Par ailleurs, cet arbre de la forêt tropicale, et surtout dans la péninsule de Yucatan, qui pousse à une trentaine, une quarantaine de mètres de haut, incroyable, son tronc principal pousse très droit et les branches s'écartent à partir de la moitié ou les 3/4 de la hauteur du tronc. Les branches s'écartent avec le feuillage, très apprécié, très abondant. C'est l'arbre sacré, le capoquier. Par ailleurs, cet arbre donne un fruit et à l'intérieur du fruit, il y a des fibres de coton de cet arbre utilisé pour faire le vêtement, le costume des Mayas anciens. Hein, et l'arbre existe encore aujourd'hui. Cet arbre appartient à la famille d'Acacia, par ailleurs. Alors, il disait que cet arbre représentait l'univers, le monde. L'univers, le monde était divisé par les Mayas par 3 niveaux, comme je montre la photo dans ces diapos. Hein. D'abord, les branches symboles du ciel, divisées par 13 niveaux. Et l'inframonde, divisé par 9 niveaux. Et le monde intermédiaire, c'était la Terre. Le niveau intermédiaire, c'était la Terre, où l'être humain habitait. Les Mayas disaient que le soleil se levait toujours à l'est et se couchait toujours à l'ouest. Dans son trajet dans la journée, le soleil protégeait toute la population. C'était le symbole de la vie. Et les Mayas pensaient que quand le soleil arrivait à la position du coucher du soleil à l'ouest, le soleil mourait. Et le soleil risquait de disparaître, de se faire dévorer et détruire par les divinités méchantes de l'obscurité. Dans l'atmosphère nocturne, les divinités négatives attaquaient le soleil. D'où les Mayas ont créé l'idée de pratiquer des cérémonies religieuses, des rites avec les sacrifices d'animaux, des offrandes et des sacrifices humains pour nourrir et alimenter le soleil et renforcer la force du soleil pour renaître chaque matin
à l'Est. C'était un besoin de pratiquer ces cérémonies tout le temps. C'était une préoccupation millénaire. La photographie du côté gauche, ici, qui montre avec les curseurs, montre l'arbre sacré maya que nous voyons ici dans la forêt. L'arbre porte aussi dans la partie supérieure l'oiseau sacré, le quetzal, dont j'ai parlé, et l'inframonde en bas. Et les différentes couleurs qu'ils utilisaient pour marquer les 4 orientations de l'univers, les 4 destinations du monde, plus le 5e qui est au milieu, en fait, parce qu'il parlait qu'il y avait 5 points cardinaux, nord, sud-est et l'ouest, plus le point central, comme vous voyez là. Alors, tout commence à partir de l'intervention d'un personnage qui s'appelait Yuri Norosov, un chercheur, un linguiste, un anthropologue russe de la partie de l'Ukraine, qui est devenu un militaire dans le moment de la Deuxième Guerre mondiale, il avait 20 ans, et il a participé dans l'armée russe quand les Russes sont arrivés en 1945 à Berlin. Et juste dans l'occupation en Europe, quand la Deuxième Guerre mondiale termine, cet homme s'est précipité pour aller à la bibliothèque de Berlin pour récupérer des livres que les Allemands gardaient avec des copies des écritures mayas, le Codex Dresde qui est dans l'université de Dresde en Allemagne, le Codex de Paris qui est dans la bibliothèque François Mitterrand ici en France, et le Codex de Madrid en Espagne. Il a récupéré ces livres, il est parti avec. La guerre termine et il décide de consacrer son temps à l'étude des hiéroglyphes. Incroyable, il est arrivé à déchiffrer, à décoder les inscriptions mayas. Bien que les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Belges, les Mexicains, les Américains n'ont pas pu faire. Ils avaient étudié, mais ils n'avaient pas trouvé vraiment une méthode, la forme adéquate pour pouvoir interpréter les inscriptions. Et c'était lui. Grâce à lui, on connaît aujourd'hui l'alphabet, les phonogrammes, la prononciation, la façon d'écrire et le numéro que les Mayas utilisaient, employant l'influence olmèque, bien évidemment, parce que c'était les Mayas qui ont commencé, plus anciens que les Mayas. Et les Mayas ont inventé les numéros 0. Un point, numéro 1, 2.2, 3.3, 4.4, la barre, 1 barre 5, 1 barre, 1 point 6, 2 barres 10, 3 barres 15, 3 barres et 4 points 19. Et la position de vigésimale, tout était multiplié par 20. Et sur les écritures hiéroglyphiques, les corses d'arbres pliées comme en forme d'accordion, les écritures de Mayas, où il notait énormément de choses, comme des observations astronomiques, phénomènes, prédiction des éclipses solaires, lunaires, lunation, équinoxe, solstice, et ils sont arrivés à faire des calculs incroyables. Ils sont arrivés à créer des calendriers. Les unités en point 1 étaient multipliées fois 20. 20 égale à 20. Fois 20, 400. Fois 20, 8000. Et comme ça, ils sont arrivés à faire des calculs incroyables. Et surtout, ils sont arrivés à faire des calculs des 3 calendriers. C'est le plus important. Et les calendriers sont notés là, sont marqués. C'est là, les calendriers. En papier, malheureusement, certains missionnaires, comme Diego de Landa, au XVIe siècle en franciscain, a brûlé les écritures hiéroglyphiques en disant que ces documents gardaient la connaissance d'une religion païenne diabolique. Il a fait brûler tout en présence des femmes, des enfants, les survivants. Le militaire avait tué tous les chefs. Et après, ces Espagnols, comme lui, cet homme évêque de la religion catholique espagnole, commençait à interpréter l'histoire
de notre pays avec sa vision espagnole. Il avait brûlé tout et après il l'a interprété. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris des choses qu'il avait dans ces documents importants. L'escrive, comme nous voyons ici, la poterie polychrome de Maya, un personnage ici qui est en train d'écrire avec son pinceau. Ils utilisaient, les écrivains utilisaient le poil de lapin au cerf et la teinture pour colorer et la poterie et écrire beaucoup de connaissances de mathématiques, algèbre, géométrie, médecine, astronomie, les calculs de calendrier, etc., comme vous voyez ici. Hein? C'est plat. Hein? Les différents sites archéologiques, plusieurs représentations, et en argile, cette statuette qui date de 300-600 ans après Jésus-Christ, de l'écrivain est très élégant avec sa cape et sa tunique et la déformation de la tête, les bijoux et les codex, l'écriture géographique, d'accord, que vous voyez là. Hein. Et les scribes étaient au service de la haute élite et qui notaient toutes les observations que les astronomes ont accumulées au fur et à mesure. Ils sont arrivés, tous ces astronomes mayas, à accumuler des connaissances de l'étude du mouvement du cosmos, le macrocosmos et le microcosmos. Le macrocosmos était l'observation des constellations, des astres, des planètes, des comètes, comme nous voyons là. Et la photographie au centre, ici, nous montrons un site orienté nord, sud, est et l'ouest, c'est-à-dire que les édifices sont construits avec une orientation astronomique. Et tout était noté sur l'écriture hiéroglyphique, comme nous voyons sur la droite, à Copan, au Guatemala, en Amérique centrale, vers 300-900 après Jésus-Christ, les bâtiments associés avec le soleil et le lever du soleil et le zénith au centre et le coucher du soleil pour marquer des orientations astronomiques. Une peinture à la fresque du Musée national d'anthropologie à Mexico où j'ai travaillé, voilà, où un peintre a représenté l'importance des caractéristiques des connaissances des Mayas comme l'astronomie, l'observation des constellations, l'écriture, le magicien, le chamanisme et l'observatoire de Chichen Itza que nous voyons là, où les astronomes mayas du Mexique travaillaient à cette époque-là, 900-1200 de notre ère. Le temple de Kukulkan qui montre un phénomène répétitif chaque 21 mars, ça commence le 20, 21, 22 mars de chaque année, ce temple de Kukulkan associé avec les serpents à plumes, les plumes symbole du soleil, les serpents symbole de la terre, de l'agriculture. Entre 15h et 17h l'après-midi, chaque année, un phénomène se répète, beaucoup de visiteurs, mexicains et étrangers, des curieux ou des gens intéressés, cultivés, s'intéressent pour voir ces phénomènes. Quand le soleil se couche, ça c'est la façade nord, la façade sud, à droite, la façade ouest que nous voyons ici avec les 91 marches, et la façade est qui est cachée derrière. Quand le soleil se couche et le soleil envoie ses rayons au niveau de ces angles, l'intersection entre la façade nord et la façade ouest, 9 niveaux de construction, il y a une projection, il y a une formation de triangles d'ombre, triangles isocèles, qui forment le crotal du serpent à sonnettes. C'est pour cela que les Mayas, les constructeurs, les architectes de l'époque du 9e au 12e siècle après Jésus-Christ, ils ont placé des têtes du serpent à sonnettes, comme vous le voyez ici, pour ce phénomène. C'est la descente, le retour de Kukulkan. C'est dans les mois de mars, quand les anciens agriculteurs, les astronomes mayas de Chichen Itza, de la péninsule de Yucatan, sud-est du territoire mexicain, a indiqué à tous les agriculteurs de commencer à semer le grain de maïs, d'haricots, de tomates, de chili, de piments, voilà, pour commencer à travailler la terre dans le moment que le solstice,
les solstices de printemps commencer et indiquer et attendre, attendre la saison des pluies. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs astronomiques que nos ancêtres nous ont laissés. Et il faut le voir pour le croire, pour voir ces pyramides remplies de sagesse que nos ancêtres nous ont laissés. D'où les Mayas ont créé les calendriers agricoles de 260 jours dans l'année, avec 13 jours dans la semaine, avec l'idée de faire les calculs de 20 jours dans un mois, 13 fois 20, 260 jours dans les calculs du calendrier agricole ou rituel. Les calendriers solaires, avec 18 mois de 20 jours, multipliés, ça nous donne 360 plus 5 jours de repos néfastes dans lesquels personne ne travaillait, ils se reposaient, ils attendaient que l'année terminée et commençait la nouvelle année. Plus les calendriers vénusiens de 584 jours dans l'année, comme ils calculaient tout ça à cette époque-là. Où ils sont unis, ces dessins créés par les archéologues pour enchaîner des calendriers qui étaient unis pour faire les calculs importants des calendriers que je viens de citer, les calendriers agricoles, solaires et vénusiens. Les coutumes funéraires des Mayas, comme nous voyons ici, les offrandes, les bijoux, la poterie, les pots, les jarres, les marmites, les assiettes. En particulier, la photographie au centre de ce diapo qui montre une marmite. Vous savez que la mère Maya, quand avait des problèmes de tradition de la mort de son enfant qui mourait à cause de l'agression d'un animal dans la forêt, où l'enfant était présent à côté d'un arbre quand la foudre arrivait, provoquée par un éclair, ou quand l'enfant mourait à cause d'une maladie, ou noyé par un accident dans un lac, ou dans un fleuve, ou quand le bébé mourait pendant la période de gestation d'une femme, ou quand dans le moment de l'accouchement, la mère avait l'habitude de faire une marmite qui symbolisait le ventre de la mère enceinte, symbole de la fertilité. Elle plaçait le petit corps du bébé, de l'enfant à l'intérieur. Elle fermait avec une assiette. Elle remplissait la marmite avec de l'eau, symbole de le liquide amniotique. Elle enterrait tout l'ensemble dans la terre, symbole de la fertilité. Elle attendait que la fermentation naturelle du corps de son enfant arrivait à éclater, la marmite, symbole de la renaissance, et le voyage au-delà. C'était l'idée dans les coutumes funéraires de la mère Maya. Les adultes étaient enterrés dans la position de fœtale, au cubitus ventral, avec la tête vers le ciel, au dorsal, avec la tête vers le bas, que vous voyez là, et les offrandes que vous voyez là. On a énormément, des milliers et des milliers d'exemples de offrandes à côté du corps du défunt, dans les cités ou dans la broussaille, sous la maison. Les sculptures mayas, ils taillaient, ils ne connaissaient pas les métaux. Ils n'utilisaient pas les métaux. Ils utilisaient la technique de percussion, des poinçons et des marteaux, des abrasifs, des sables pour détacher la pierre, faire ressortir le relief pour présenter les chefs du gouvernement pendant une cérémonie associée avec l'agriculture, lorsqu'il y a une tête du jaguar, symbole de la terre, de la fertilité, de l'obscurité, avec une femme, l'habillement, et pour distinguer le rang social de Yaxchilan. Cette stèle qui était placée devant les pyramides, devant les temples, sur la place où les rites sont réalisés, la polychromie existait sur ces reliefs en pierre calcaire, mais tout est perdu, disparu à travers du temps. C'était des matériaux périssables qui sont disparus à travers du temps. Et les inscriptions de l'événement historique du mariage, cérémonie, succession du pouvoir, observation astronomique, dans le cas de la mythologie aussi. La société maya se représentait en sculpture de cette façon, par exemple un chef
du gouvernement, assis sur son trône, très fier, costumé. Il a des peintures à la fresque, les sculptures de Jaina du Mexique, qui datent de 400, 700 après Jésus-Christ, la coiffe, les bijoux, et les vêtements en coton, hein, et la déformation de la tête, qui est très caractéristique, l'estravisme, hein, les tatouages, les guerriers, hein, les deux sculptures en bas sur la droite, comme vous voyez. Et la position de lotus, que c'était une position de distinction, de rang social très haut, hein, parce qu'ils avaient l'habitude de s'asseoir de cette façon, des fois accroupis, des fois assis dans la position normale d'une personne assise, ou agenouillée, ou debout, comme vous le voyez. Ce sont des portraits de représentation de la haute élite. Le tissage, comme les Mayas nous ont laissé ces sculptures de Jaina, hein, que j'utilise ici, plusieurs exemples en argile, hein, le tissage, qu'aujourd'hui les Mayas du Guatemala et du Mexique continuent avec l'utilisation de la technique ancienne millénaire. C'est-à-dire que cette technique n'a pas disparu. C'est pour cela qu'on confirme, hein, on dit que les Mayas existent encore aujourd'hui et les traductions existent aujourd'hui. Bien qu'ils sont perdus pas mal à cause de l'évangélisation, l'influence espagnole. Par ailleurs, ces autochtones aujourd'hui pratiquent une religion syncrétiste, le mélange de la religion catholique avec les croyances anciennes millénaires du peuple ancien maya, qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ces Mayas de cette époque moderne qui vendent leurs produits artisanaux sur les marchés, faire leurs propres costumes colorés, sont tissés à la manière ancienne. Vous voyez? C'est-à-dire que cette tradition est encore conservée. Les sculptures étaient réalisées d'une manière extraordinaire, soit en pierre solide, en pierre calcaire, comme les chacmol, indicateurs solaires de Chichen Itza de l'époque militaire, hein, que vous voyez là, regardant le soleil, l'est et l'ouest, ou la représentation des esclaves sur des frises et monuments de Palenque avec des inscriptions, ou des décorations de grandes masques de la divinité du soleil et la pluie, tous les deux ici, la divinité de la pluie avec son nez pour faire des appels de la pluie pour faire la fertilité, ou les encensoirs en argile où il brûlait l'encens qui était mis à l'intérieur d'un cylindre derrière, les grands masques de Tchak, la polychromie de Palenque, au Duxmal, hein, une femme de la haute élite avec les scarifications, hein, les sculptures de Tchak avec son nez énorme, et les sculptures, et des copains aussi. Aussi. La peinture à la fresque, hein, qui date de 300 900 après Jésus-Christ du Chiapas, où les Mayas laissaient les témoignages de ces conflits, de ces contradictions, de ces guerres. Et ils se battaient, ils se frappaient sérieusement. Les Mayas avaient cette tradition de capturer et des victimes destinées au sacrifice ou des gens qui devenaient des esclaves. C'est le problème que les Mayas avaient, la division. Ils ne se comprenaient pas, mais ils se battaient parce qu'ils disaient que les divinités pratiquer la guerre, pourquoi pas eux, ils devaient le faire sur Terre. Hein? C'est pour cela que nous avons ici les grands chefs coiffés d'une manière extraordinaire avec l'habillement, avec des peaux de félins, surtout les jaguars qui étaient l'animal apprécié le plus puissant, plus important pour eux. Et nous voyons ici la capture des Mayas contre les autres Mayas, hein, des cités. C'était le problème, hein, qu'ils avaient. La guerre. Ils nous ont laissé énormément des enregistrements en argile, en pierre, en l'écriture hiéroglyphique, les peintures, les statuettes, les assiettes, les pots, les jarres, les marmites, dans la poterie, où il y a des témoignages de ces conflits. Hein. Et la musique, l'harmonie d'une guerre était accompagnée avec l'harmonie de la musique. Les chants, les instruments, les trompettes, les ocarines, les flûtes, et les tambours, et les carapaces de tortues, les cornes de cerf qui étaient utilisées pour faire du bruit,
les instruments de percussion. Et une chose curieuse qu'on a compris très bien dans l'archéologie mexicaine est que les Mayas avaient l'habitude d'utiliser les cocons du papillon parce qu'ils observaient la nature. Avant que le cocon, la chenille d'un cocon se transformait en papillon, ils sortaient la chenille, ils laissaient les cocons avec la perforation, ils mettaient cette pellicule au soleil pour les laisser sécher. Et après, ils mettaient des grains de maïs ou haricots. Après, ils fermaient avec des fibres des palmiers ou des cissales, l'agave, pour coudre et fermer et faire des grelots. Et ils faisaient du bruit pendant la musique, la cérémonie et les processions. C'est-à-dire qu'il avait tous les produits dans la nature. Hein? La sonnette du sapin sonnette était utilisée aussi pour faire des bruits, ou faire des colliers, des péteroles pour les chefs. Et on voit cette animation de Bonampak au Mexique, dans l'état de Chiapas, la poterie comme nous les voyons ici, avec des reliefs, des hauts, des bas reliefs, la polychromie, les polyramides. On a trouvé aussi des vestiges de la, du produit de la consommation du cacao à l'intérieur et les inscriptions surtout. La polychromie et les reliefs et les personnages de la haute élite, les divinités représentées dans cette richesse de la céramique polychrome que nous exposons dans les musées locaux, sur les sites archéologiques ou dans les grands musées importants de tout le Mexique, en particulier dans la ville de Mexico, d'où je suis originaire. La représentation du cacao et du chocolat dans la poterie maya, comme nous voyons là, la participation des singes Latel avec la caboche, les symboles de l'écriture, les glyphes du cacao, les divinités et du cacao que nous voyons ici. Arbre de cacao, un maya qui est en train de consommer la mousse du cacao, le cacao qui était pur, très, très fort, mélangé avec des épices, avec du piment, des ingrédients locaux. Et cette chocolatière qui était utilisée pour produire la mousse, il soufflait par cette tube pour faire la mise à l'intérieur. Et aussi, les tubes étaient utilisés pour servir la boisson chocolatée, sans sucre. Ils avaient l'habitude d'adoucir la boisson chocolatée et amère avec le miel d'abeille. Et les guerriers qui se trouvent en dernier, qui représentent l'importance du contrôle des plantations du cacao, parce qu'ils s'exportaient. Les bijoux en pierre qui étaient obtenus de l'Amérique centrale, de Guatemala, la pierre verte, jade, jadéite, associée avec le culte du soleil. Les boucles d'oreilles, le boucle de nez, les pendentifs, le pectoral, les bracelets, les grelots, tous ces bijoux qu'ils portaient pour se distinguer. Ils portaient des miroirs en pyrite, que c'est un minéral qui permettait de voir les reflets. C'est-à-dire que la haute élite se distinguait. Tous ces bijoux ont été trouvés dans l'archéologie à côté du corps de femmes pendant les fouilles. Et des fois, certains colliers étaient composés par des petites perles rondes ou carrées et avec des masques en miniature, comme nous voyons ces exemples. Les masques solides, compacts, ou composés par des mosaïques collées avec des yeux représentés, formés par des incrustations de coquillage ou de l'obsidienne pour former les yeux. Voilà, les masques étaient placés sur le visage du défunt, à la hauteur de la tête, à la hauteur de la poitrine, à la hauteur du cœur, de l'ombril, ou le sexe, ou le hanche, les genoux et les pieds, ou à la hauteur de coude ou des mains. On a beaucoup d'exemples magnifiques de masques, comme vous voyez là. Je montre pratiquement 15 masques superbes, une collection de masques provenant de différents sites archéologiques de l'Amérique centrale. Et pour avoir une idée d'où ça vient tout ça, où les Mayas habitaient, Palenque de l'époque classique, regardez cette atmosphère, cette ambiance, cet habitat des Mayas, les tombeaux, les temples des inscriptions, les temples du soleil, etc., que nous pouvons visiter et découvrir dans l'état de Chiapas, dans mon pays, qui date de 300, 900 après Jésus-Christ, dans l'époque classique. Regardez les palais où la haute élite habitait. Ils étaient protégés par une armée, par un groupe de militaires. Ils étaient gâtés, ils contrôlaient la politique, l'économie, la religion, l'astronomie, la connaissance.
Regardez la tour de l'observatoire du palais où les Mayas de cette cité, au Chiapas, Palenque, travaillaient, observaient les astres, les constellations. Regardez la vue superbe de l'horizon. Voilà, une autre vue ici de l'horizon de ce site que nous pouvons visiter. On grimpe sur la partie supérieure des monuments principaux. Le temple des inscriptions que vous voyez là, surtout la découverte, et qui a été réalisé entre 1949 et 1952 par Alberto Roulier, un Mexicain qui a découvert le premier sarcophage, le premier tombeau, avec une offrande d'un personnage qui a vécu 80 ans, appelé le roi de Pacal. Il a gouverné à partir de l'âge de 12 ans. Il a fait construire son propre tombeau, sa propre pyramide avant de mourir. Voilà. D'abord, ils ont fait les trous, ils ont placé le trou pour placer le sarcophage. Après, la construction du bâtiment. Et il est mort en 683. Voilà. Et l'archéologue a récupéré une collection magnifique de bijoux, comme nous voyons là, les masques, les colliers, les bracelets, les anneaux, et l'offrande. Et un dalle représentant le propre personnage qui part à l'inframondo, au l'au-delà. Il est couronné par sa mère à l'âge de 12 ans, comme nous le voyons là. Les masques et les têtes, surtout les portraits que nous voyons ici, récupérés par l'archéologue. Voilà la dalle et la signification de la dalle ici avec la représentation des observations astronomiques, des constellations, des planètes, des éclipses solaires, lunaires. Voilà ici la planète Vénus et l'arbre sacré, le capoquier avec l'oiseau sacré, le coucoule, et lui qui est assis sur la divinité de l'agriculture et le Dieu qui l'envoie, qui l'accompagne vers le paradis, vers l'au-delà. Et voilà sa femme qui est enterrée et elle est morte avant lui. Et lui, il s'est précipité pour dessiner un bâtiment pour elle, Hashkuk. Et cette découverte réalisée par les Mexicains dans l'année 1994. Mais le sarcophage n'était pas très décoré comme le sarcophage de Pacal. Mais au moins, tout lisse, sans décoration. Mais l'offrande surtout, les cinarbres, c'est le résultat de l'utilisation d'un minéral, c'est l'hématite, c'est le poudre de l'hématite obtenu pour décorer, symbole de protection pour aller au-delà. Et voilà les masques de sa femme, composés par des mosaïques andéites. C'est-à-dire que la femme, Hashkuk, a donné 4 enfants à ces personnages, étaient enterrés similairement comme lui. Mais elle est morte dans le 7e siècle avant lui. Uxmal, dans la péninsule du Yucatan, que nous voyons ici, de 600 à 1000 ans après Jésus-Christ, la cour religieuse et les palais, que les Espagnols appelaient la cour de bâtiment des nonnes, mais en fait, ce sont des prêtres, et le bâtiment, le soleil, et la décoration par des serpents à sonnette, symbole de la fertilité, et les temples du gouverneur, des habitations des palais de cette époque des Mayas, d'Uxmal. Parce qu'on termine, Chichen Itza, dans la péninsule du Yucatan, où on voit le temple de Kukulkan, où j'ai montré le phénomène, les calculs de l'équinoxe le 21 mars, l'équinoxe de printemps, et la cour du dieu de la balle, le temple des guerriers, une cité de l'époque militaire, occupée entre 900 et 1200 après Jésus-Christ, l'observatoire, sur la droite, dans la partie supérieure, le temple de Kukulkan, associé avec le serpent à plumes, le temple des guerriers, et les bâtiments du palais, et la cour du dieu de la balle. Et la représentation de peintures sur les surfaces de la poterie ou des statuettes des personnages qui touchent la balle ou des reliefs qui décorent les façades des bâtiments, et la grande cour de 172 mètres de long par 70 mètres de large. Les spectateurs s'installaient sur le mur de ces bâtiments
des cours de Dieu de la balle, hein. La pratique de la balle qui existe encore aujourd'hui, associée avec le culte du soleil. Hein, les Mayas pratiquaient les sacrifices humains à la fin du Dieu de la balle. On ne sait pas si c'était le vainqueur ou le vaincu, hein, et, qui mourait à la fin du Dieu de la balle. Mais cette pratique de Dieu de la balle était associée avec le mouvement des astres avec le soleil. Aujourd'hui, dans cette époque moderne, à l'occident du pays, dans l'état de Sinaloa, il y a des Mexicains qui pratiquent Ulama à ciel ouvert, hein, aux alentours des villages, sur un cours à Mexico, hein, comme vous voyez là, la façon de taper la balle en caoutchouc, hein, avec le ange, interdit de toucher avec les bras et les pieds. Et à Oaxaca, une autre technique, une autre forme de taper la balle avec une espèce de gant. Et à Michoacán, la balle est brûlée, hein, et tapée avec des bâtons, hein. Comme vous voyez là, l'idée c'est de passer la balle d'un côté à l'autre, symbole de ces mouvements des astres, comme il est croyait. Aujourd'hui, au Mexique, la pratique de jeu de la balle existe encore. Les sites de Tulum, à l'époque militaire, ont cité protégée par une forteresse. La cité était protégée par un grand mur très épais, hein, des remparts, et qui permettait de se mettre à l'abri en cas de guerre. Et en face de la mer des Caraïbes, comme nous voyons ici la distribution des bâtiments, les palais, le temple de l'étoile du berger, la planète Vénus et le soleil. Les Mayas avaient l'habitude de jeter les offrandes, les corps des victimes, les animaux sacrifiés aussi dans la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes caractérisée par le bleu turquoise avec les sables, hein, comme les talcs, comme nous voyons ici. Voilà cette époque militaire. Je termine avec cette diapositive pour avoir une idée générale de ces voyages d'ancienneté maya, de cette culture. Les Mayas n'ont pas disparu, hein, simplement ils ont décidé d'abandonner leur cité à cause de différents facteurs, révoltes, mauvaise distribution de richesses, déboissement de la forêt, avant de épidémies, maladies, ou d'autres groupes plus puissants qu'eux qui sont arrivés, ils sont expulsés. Il y a plusieurs facteurs. Mais les Mayas se sont déplacés, ils ont abandonné la cité, ils se sont cachés entre les broussages, ils sont travaillés la terre et destiné leur temps, mais jamais ils ont décidé de retourner où ils commençaient. Hein, ils s'abandonnaient. Ils ont fait des révoltes contre la haute élite. Hein, de cette façon, ils se sont vengés, mais ils ont continué avec des traditions, mais ils ne voulaient plus habiter dans les centres religieux. C'est pour cela qu'ils passaient d'une période à l'autre, hein, de la période préclassique, classique, post-classique, comme j'ai montré au début de ma présentation, avec la chronologie.